Et si la plus belle musique que vous ayez jamais entendue était en réalité l'arrêt de mort d'un mariage? Imaginez-vous debout sur une estrade, dirigeant un chef-d'œuvre qui révèle au monde entier les secrets les plus sombres de votre femme, sans prononcer un seul mot. La plupart des gens crient lorsqu'ils découvrent une tromperie. Édouard Mercier, lui, a écrit une symphonie. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'un cœur brisé. Il est question d'une fortune volée, d'une fille illégitime et d'une humiliation publique si précise qu'elle ne pouvait être exécutée que par un génie. Il ne voulait pas simplement la quitter, il voulait orchestrer sa destruction totale. Prenez une grande inspiration, car ce que vous allez entendre dépasse la simple vengeance amoureuse. C'est une leçon d'élégance glaciale face à la trahison ultime. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait dans votre rue aujourd'hui. Préparez-vous, car la note finale de cette histoire va vous laisser absolument sans voix. Qu'y a-t-il de plus douloureux que de réaliser que la personne avec qui tu as partagé ta vie, ton âme, tes rêves, pendant 15 années, s'est révélée être une étrangère? Quand chaque rire, chaque étreinte, chaque promesse de fidélité se transforme en un goût amer de tromperie. Pour Édouard Mercier, compositeur éminent et génie reconnu, cette découverte ne fut pas simplement un choc, mais un séisme cosmique qui pulvérisa son monde soigneusement construit. Il découvrit l'infidélité de sa femme Diane, et ce fait ne le brisa pas, mais l'éveilla à l'action. Son esprit génial, habitué aux partitions musicales virtuoses et aux harmonies complexes, commença à composer non pas une nouvelle symphonie pour orchestre, mais une composition bien plus élaborée, impitoyable et inéluctable. La symphonie de la vengeance, où chaque note était calculée, où chaque accord menait à la rétribution, et dont le crescendo final devait ébranler jusqu'aux fondations mêmes ceux qui avaient osé le trahir. Édouard Mercier se tenait debout près de la fenêtre de son spacieux bureau situé aux étages supérieurs d'une des tours prestigieuses de la capitale. Ses yeux perçants d'un bleu éclatant semblaient scruter à travers le paysage urbain vers un avenir lointain et brumeux, ou peut-être vers l'abîme de son propre passé. Ses doigts, habitués à voltiger virtuosement sur les touches du piano, tambourinaient maintenant un rythme complexe, à peine audible sur le rebord froid de la fenêtre, comme s'il composait une mélodie invisible que lui seul pouvait comprendre. La pièce autour de lui n'était pas simplement un bureau, mais un véritable témoignage de son succès colossal. Des étagères en bois sombre croulaient sous d'innombrables récompenses et diplômes honorifiques, tandis que le piano à queue Steinway, installé dans le coin, recouvert de laque noire, brillait sous la lumière douce d'une lampe design. On aurait pu croire qu'un homme ayant atteint de tels sommets devrait être serein, mais dans l'âme d'Édouard s'était installée une inquiétude désagréable et oppressante, qui se développait lentement mais sûrement chaque jour. Ces derniers mois, Diane, la femme avec qui il avait vécu en harmonie pendant 15 ans, devenue non seulement son épouse, mais sa muse, lui semblait désormais complètement étrangère. Les retours tardifs du conservatoire Harmonia où elle enseignait, les excuses incompréhensibles, les conversations téléphoniques furtives qui cessaient dès qu'il entrait dans la pièce, et ce gouffre émotionnel qui ne cessait de croître entre eux. Tout cela ne provoquait pas seulement de l'inquiétude, mais sonnait le glas dans le cœur d'Édouard. C'était un homme habitué au contrôle absolu, à comprendre les nuances les plus subtiles des partitions musicales complexes, où chaque note avait son sens, et où chaque mesure faisait partie d'une harmonie réfléchie. Mais maintenant, la symphonie de sa propre vie semblait inexorablement glisser vers la dissonance, un amoncellement chaotique de sons perdant tout sens. Un léger coup à la porte, délicat mais insistant, interrompit ses amères réflexions. « Entrez !» répondit Édouard. Sa voix sonnait étonnamment calme malgré les émotions qui bouillonnaient en lui, furieuses comme une tempête en mer. Sa collaboratrice, Yasmine, une jeune femme aux yeux pénétrants, entra silencieusement dans la pièce en tenant une enveloppe volumineuse en papier épais. « Monsieur Mercier, dit-elle doucement, l'information que vous aviez demandée a été obtenue. » Édouard Mercier hocha la tête sans un mot, prenant l'enveloppe de ses mains. Yasmine, sentant la tension qui émanait de lui et qui semblait littéralement électrifier l'air du bureau, se retira discrètement en refermant la porte derrière elle. Resté seul, Édouard ouvrit l'enveloppe. Son cœur battait dans sa poitrine comme un oiseau captif. Malgré son calme extérieur soigneusement préservé, après avoir parcouru le contenu, il vit ses pires craintes les plus terrifiantes confirmées. Des photographies, des messages détaillés,
des reçus soigneusement pliés de plusieurs hôtels de luxe, des preuves irréfutables et terrifiantes de l'infidélité de Diane. La trahison le blessait profondément, transperçant son âme d'une lame acérée. Mais le coup porté à son amour-propre par l'identité de l'amant était particulièrement insupportable. Il s'agissait de Luc Duval, le supérieur de Diane au conservatoire Harmonia. Un homme qu'Édouard, dans sa naïveté, considérait comme un simple collègue inoffensif, échangeant même de temps à autre des amabilités avec lui. La gorge serrée par des pensées venimeuses sur eux deux, riant de lui dans son dos, transformant sa vie en farce. Édouard s'effondra dans son profond fauteuil de cuir, son regard figé. Mais dans sa tête déjà, comme une partition complexe, mûrissaient des plans clairs et cruels. La vengeance devait être non pas simplement froide, mais mortellement glaciale. Soudain, le téléphone sonna, un numéro inconnu s'affichant sur l'écran. « Allô » lança-t-il sèchement. Sa voix était tendue comme une corde. « Édouard Mercier, je suis Mélissa Duval, la fille de Luc. Nous devons parler. » Une voix féminine distincte résonna dans le combiné, pleine d'une étrange détermination. Les sourcils d'Édouard se haussèrent. Effectivement, il semblait qu'il devait vraiment parler. 2 jours plus tard, Édouard Mercier était assis face à Mélissa Duval dans un café tranquille et confortable nommé Le Refuge, situé loin de l'agitation urbaine. Il étudiait attentivement la jeune femme. Elle était le portrait craché de son père Luc. Mais si Luc dégageait arrogance et suffisance, Mélissa incarnait la détermination teintée d'un profond désespoir non dissimulé. Ses mains, fines et délicates, serraient nerveusement le bord de sa tasse de café. « J'ai rassemblé des preuves pendant plusieurs mois », dit-elle doucement mais fermement, en poussant à travers la table un épais dossier rempli de documents et d'impressions. Tout est là. La liaison, le détournement de fonds, tout. Édouard plissa les yeux. Son regard perçant parcourut le contenu du dossier. « Détournement de fonds », précisa-t-il. Un sourire amer, presque imperceptible, apparut sur ses lèvres. « Mon père a détourné de l'argent du conservatoire Harmonia pendant des années », poursuivit Mélissa. Sa voix tremblait d'indignation contenue. « Il finançait sa nouvelle vie, et aussi celle avec votre femme. » Édouard se renversa en arrière. Ses pensées tourbillonnaient à toute vitesse, s'assemblant en une mosaïque complexe. Tout avait changé. Ce qui avait commencé comme une vengeance profondément personnelle pouvait maintenant se transformer en quelque chose de bien plus grand, d'une ampleur considérable, avec des conséquences de grande portée. Il regarda à nouveau Mélissa, remarquant la lueur de détermination dans ses yeux, la tension dans ses épaules fragiles. Elle était une violoniste talentueuse, toujours en lutte pour sortir de l'ombre écrasante et immense de son père, qui semblait consciemment étouffer son talent. « Pourquoi me dites-vous tout cela ?» demanda Édouard, bien qu'il devinât déjà la réponse, sentant comment les pièces de son plan grandiose commençaient à s'assembler. Mélissa soutint son regard sans détourner les yeux. « Parce que je veux commencer une vie nouvelle, » dit-elle. Sa voix devint plus ferme. « Je veux avoir une chance de faire une vraie carrière sans son nom suspendu au-dessus de ma tête comme une épée de Damoclès. Et je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait au conservatoire, à vous, à ma mère, à moi. » Ces derniers mots furent prononcés presque dans un murmure, mais remplis d'une telle douleur qu'Édouard sentit la flamme d'un calcul froid s'embraser en lui. Dans sa tête se formait déjà un plan détaillé et impitoyable. « Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement, Mélissa, » prononça Édouard. Sa voix était calme, mais on y sentait une détermination d'acier. « J'ai une proposition. » Lorsqu'Édouard exposa son plan, les yeux de Mélissa s'élargirent de stupéfaction. Il était audacieux, potentiellement dévastateur pour de nombreuses vies et incroyablement diaboliquement génial. Au moment de leur séparation, l'accord était conclu. Édouard assurerait à Mélissa un avenir brillant dans l'industrie musicale, libérée de l'influence néfaste de son père et de toutes ses relations douteuses. En échange, elle l'aiderait à orchestrer une grandiose symphonie publique de vengeance qui mettrait Luc Duval et Diane Mercier à genoux en les privant de tout. En rentrant chez lui, Édouard ressentit un léger soulagement presque imperceptible. La trahison le blessait encore, mais maintenant il avait un objectif clair et tangible. Il ne serait pas une victime, il serait l'exécuteur. La soirée de gala. Echo Music battait son plein. L'atmosphère dans la luxueuse salle philharmonique Maestro étincelait d'énergie et d'échanges animés. La crème du monde musical, les compositeurs les plus célèbres, chefs d'orchestre, interprètes et mécènes, tous réunis ici,
conversant et faisant teinter leur coupe de champagne. Leur rire et bavardage formaient un accord dissonant qui semblait spécialement créé pour une telle soirée. Édouard Mercier se tenait au bar, incarnation du calme imperturbable dans un smoking parfaitement taillé. Ses yeux perçants et pénétrants balayaient la foule, glissant sur des visages familiers et inconnus, s'arrêtant finalement sur Diane. Elle resplendissait dans une robe de soirée. Ses cheveux sombres étaient élégamment relevés en un chignon haut, dévoilant un cou gracieux. La mâchoire d'Édouard se crispa quand il la vit rire, en conversation intime avec Luc Duval, la tête penchée vers lui. Cette vision, leur démonstration effrontée et ouverte de sentiments, fit bouillir son sang. Mais Édouard était un maître du contrôle de soi. Il prit une lente gorgée de whisky, savourant la brûlure dans sa gorge, attendant le moment propice pour son premier acte. À l'autre bout de la salle, Mélissa Duval tripotait nerveusement son sac à main. Son regard oscillait entre son père et Édouard, comme un pendule. Elle portait une robe simple mais élégante, de couleur sobre, créant un contraste saisissant avec la magnificence et l'éclat environnant. Son rôle dans le spectacle d'aujourd'hui était décisif, et le poids de ce rôle semblait physiquement reposer sur ses épaules fragiles. Et comme sur un signal, Luc Duval s'éloigna de Diane en se dirigeant vers le bar. Son visage était rougi et ses mouvements incertains, légèrement chancelants. Édouard haussa un sourcil. Apparemment, Luc avait commencé les festivités bien avant l'heure. « Mercier !» s'écria Luc assez fort pour attirer l'attention des personnes alentour. Il tapa sur l'épaule d'Édouard. Il sentait le champagne coûteux et les cigares. « Justement, l'homme que je voulais voir. » Édouard ne bougea pas. Sa voix était froide comme un vent d'hiver. « Luc, vous passez une bonne soirée à ce que je vois. » Le rire de Luc était trop bruyant, trop forcé, presque hystérique. « Excellente, dit-il en se penchant plus près. » Sa voix passa à un murmure rauque. « Mais pas aussi bien que votre femme passe du temps avec moi. » Il se redressa et une lueur malveillante s'alluma dans ses yeux. « Vous savez, elle est enceinte depuis plusieurs mois. L'enfant est de moi. » Luc sourit avec suffisance. « Elle partageait son temps entre moi et mon assistant, une dame occupée, votre Diane. » Un silence assourdissant s'installa. Tous les regards étaient rivés sur Édouard, attendant sa réaction. N'importe quel signe de douleur ou de colère. Un instant, il resta silencieux. Son visage était impénétrable, une expression de calme qui fit se recroqueviller tous les présents face au froid inexplicable qui émanait de lui. Puis il prononça lentement, avec un calme meurtrier. « Amusant, Luc. Votre fille est également enceinte. Et de moi. » Le silence qui suivit fut absolu, presque physiquement palpable. Le visage de Luc Duval blêmit instantanément. Sa bravade alcoolisée s'évapora en un instant, comme si elle n'avait jamais existé. Avant qu'il ne puisse répondre quoi que ce soit, une agitation à l'entrée attira l'attention générale. Mélissa fit irruption dans la salle. Son visage était déformé par la panique. Ses yeux pleins de larmes étaient fixés sur son père. « Papa, je suis enceinte !» cria-t-elle, et sa voix résonna dans le silence qui s'était installé. Les invités réunis hoquetèrent et leurs têtes pivotèrent entre Mélissa, Luc et Édouard. Diane, qui se dirigeait justement vers le lieu des événements, se figea à mi-pas et son visage verdit de choc et de peur. Mélissa ne s'arrêta pas. Sa voix résonnait clairement et désespérément. « J'ai besoin de toute urgence de 500 000 € comme héritage, et vous ne pouvez pas refuser. Sinon je révèle tout. » Le silence qui suivit fut absolu. Luc, pris au dépourvu, bégaya en marmonnant « De quoi parlez-vous ? Je n'ai rien détourné. » Le rire de Mélissa était amer et plein de mépris quand elle sortit de son sac une clé USB et dit « Toutes les preuves sont là, papa. Chaque transaction frauduleuse, chaque fonds détourné. Paye ou j'envoie tout ça au conseil d'administration du conservatoire. » Le visage de Luc se tordit de rage et de peur. « Ma petite !» commença-t-il en se précipitant vers Mélissa. Édouard se plaça souplement entre eux. Sa voix était calme, mais sonnait avec l'assurance d'un verdict. « Je ne ferai pas ça à votre place, Luc, à moins que vous ne vouliez ajouter des accusations d'agression à votre liste croissante de problèmes. » Luc recula. Son regard oscillait entre sa fille et Édouard, rempli d'une rage impuissante. Et c'est alors que Diane retrouva enfin sa voix.
Édouard, implora-t-elle en tendant la main vers lui. Je peux expliquer. Édouard Mercier se tourna vers elle. Ses yeux étaient froids comme la glace. Il n'y avait pas la moindre trace de ses sentiments passés. Le pouvez-vous, Diane? Pouvez-vous expliquer comment vous m'avez trompé? Comment vous portiez l'enfant d'un autre tout en partageant mon lit? Ou peut-être souhaitez-vous expliquer votre rôle dans les petits malentendus financiers de Luc? Diane recula et son visage devint encore plus pâle. Autour d'eux, les invités observaient dans un silence stupéfait. Le gala était oublié face au drame qui se déroulait. Édouard se tourna à nouveau vers Luc, qui transpirait maintenant visiblement. Vous devez faire un choix, Luc. Payez à votre fille ce qu'elle demande ou affrontez les conséquences de vos actes. Je vous conseille de choisir sagement. Sur ces mots, Édouard Mercier se dirigea vers la sortie, s'arrêtant seulement pour s'adresser au public bouleversé. Je vous présente mes excuses pour le dérangement, mesdames et messieurs. Profitez du reste de la soirée, je vous prie. Lorsque les portes se refermèrent derrière lui, des voix excitées retentirent dans la salle. Le compositeur brillant venait d'exécuter la première partie de sa symphonie de vengeance, et ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent la soirée de gala éco-musique, le chaos régnait dans le monde de la musique classique. Luc Duval, autrefois figure respectée et influente, se retrouva au centre d'une tempête. Le conseil d'administration du Conservatoire Harmonia, ayant reçu des messages anonymes étayés par des preuves irréfutables, lança une enquête approfondie sur ses finances. Luc, tentant désespérément de dissimuler ses crimes et d'éviter le scandale imminent, commença à liquider des actifs à une vitesse effrayante, essayant de rassembler la somme nécessaire pour Mélissa et d'étouffer tant bien que mal le scandale. Édouard Mercier observait tout cela depuis l'isolement de son studio situé au-dessus de la ville. Ses doigts dansaient sur les touches du piano. Il investissait toutes ses émotions, la douleur, la rage, la froide détermination dans sa dernière œuvre grandiose. Cette pièce devait devenir sa symphonie la plus complexe, qui servirait de bande sonore parfaite à sa vengeance, minutieusement planifiée. Pendant qu'il travaillait, son téléphone vibra. Le nom de Mélissa s'afficha sur l'écran. « Édouard », dit Mélissa sans préambule. Sa voix était pleine de triomphe. « C'est fait. Mon père a payé et le conseil d'administration épluche les livres de compte comme des limiers. » Édouard Mercier s'autorisa un léger sourire presque imperceptible. « Excellent travail, Mélissa. Tu as joué ton rôle à la perfection. » Une courte pause s'installa à l'autre bout de la ligne. Quand Mélissa parla à nouveau, sa voix était hésitante. « Et maintenant ?»« Maintenant, » répondit Édouard. Ses doigts ne cessaient de danser sur les touches du piano. « Nous passons à la deuxième phase. » La réponse de Mélissa fut instantanée et ferme. « Je suis prête, quoi qu'il faille faire. » Après avoir terminé la conversation, Édouard reporta son attention sur sa composition. La mélodie coulait sous ses doigts, emplie non seulement de l'amertume de la trahison, mais aussi de l'anticipation du triomphe. Ce serait sa plus grande création. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Diane Mercier était assise dans le cabinet d'avocat Thémis, dans le bureau de son avocat. Son visage était pâle et épuisé. Des cernes sombres s'étaient creusées sous ses yeux. Les événements de la soirée de gala éco-musique l'avaient bouleversé jusqu'au plus profond de son être. Et sa vie soigneusement construite, apparemment parfaite, gisait maintenant en ruine. « Madame Mercier, » commença l'avocat. Son ton était sérieux et dénué de toute émotion. « Je ne vais pas embellir votre situation. Elle est pour le moins précaire. L'accusation d'infidélité combinée à votre lien avec les malvesternes financières de M. Duval vous place dans une position très délicate. » Les mains de Diane tremblaient tandis qu'elle serrait son sac à main. « Mais je ne savais rien des détournements, » protesta-t-elle faiblement. « Cela ne signifie rien ?» L'expression de l'avocat était sceptique. « Peut-être, mais votre relation étroite avec M. Duval met cela en doute. Et puis, il y a la question de votre grossesse. » Diane tressaillit à la mention de son état. L'enfant, autrefois symbole de son amour pour Luc, semblait maintenant être une lourde pierre à son cou qui l'entraînait vers le fond. « Que dois-je faire » murmura-t-elle. Sa voix se brisa. L'avocat se pencha en avant et son expression était grave. « Mon conseil est de prendre les devants. Organisez une conférence de presse. Présentez-vous comme une victime trompée par un partenaire malhonnête. Cela ne sauvera peut-être pas complètement votre réputation, mais pourrait atténuer certaines conséquences, changer l'opinion publique. » Tandis que le soleil se couchait sur la ville, 3 vies pendaient à un fil.
Leur destin s'entremêlait en un nœud complexe. Diane, autrefois épouse adorée d'un génie musical, faisait maintenant face à l'humiliation publique et à la perte de tout. Luc, autrefois maestro respecté, regardait son empire s'effondrer sous le poids de sa propre cupidité et de sa luxure. Et Mélissa, la fille discrète, se tenait au seuil d'une nouvelle vie, libérée de l'influence toxique de son père, prête à s'envoler. Et au centre de tout cela se tenait Édouard Mercier, dont les doigts extrayaient du piano une mélodie troublante, la deuxième partie de sa symphonie de vengeance. Ce n'était que le prologue de la véritable culmination. Lorsque les dernières notes s'éteignirent dans le crépuscule naissant, un sourire froid d'anticipation jouait sur ses lèvres. Le point culminant restait à venir, et quand il arriverait, il ébranlerait les fondations de leur monde. La première de la symphonie de vengeance approchait, et Édouard Mercier se concentrait pleinement sur la préparation. Ses journées étaient remplies de répétitions épuisantes avec l'orchestre, ses nuits consacrées au peaufinage des moindres détails de la partition. Cette œuvre était son chef-d'œuvre, une tapisserie complexe de sons qui reflétait sa douleur, sa rage et sa détermination. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Diane et Luc étaient assis dans le bureau de Luc. Leurs visages étaient tendus et épuisés par le désespoir. Les conséquences de la soirée de gala éco-musique les avaient tous deux secoués. Leur vie soigneusement construite semblait en équilibre au bord même d'un précipice. Luc arpentait la pièce comme une bête traquée. Sa posture autrefois fière était maintenant voûtée par la défaite. « J'ai passé des appels », siffla-t-il, répandu des rumeurs sur l'état mental d'Édouard, laissant entendre que son comportement récent indique une instabilité. Les yeux de Diane brillèrent de méchanceté. « Bien. Et moi, j'ai contacté certains membres clés de l'orchestre, insinué que collaborer avec Édouard pourrait ne pas être dans leur intérêt en ce moment. Plusieurs personnes ont déjà accepté de se retirer de la représentation. » Un sourire froid étira les lèvres de Diane. « Parfait. Mais nous avons besoin de quelque chose de plus direct, quelque chose qui l'humiliera aux yeux du monde entier. » Elle se tut et une nouvelle pensée encore plus perfide commença à mûrir dans son esprit. Si nous pouvions mettre la main sur sa partition. Luc se pencha en avant, intrigué. Nous la prendrons, nous la remplacerons par une feuille vierge. Sans son chef-d'œuvre, Édouard sera humilié devant tout le monde musical. Le rire de Luc était rauque, on y entendait un goût de folie, et le sourire de Diane devint carnassier. « Laisse-moi faire, j'ai toujours les clés de sa maison. » Tandis que Diane et Luc tramaient leurs machinations, Édouard Mercier travaillait sans relâche dans son studio, inconscient de la tempête qui faisait rage autour de lui. Ses doigts dansaient sur les touches, extrayant des mélodies qui parlaient de douleur, de trahison, et de la froide satisfaction de la justice accomplie. Mais il n'était pas seulement un génie, il était un stratège. Il avait anticipé de tels mouvements et s'était soigneusement préparé. Non seulement il avait mémorisé chaque note par cœur, mais il avait créé une copie de sauvegarde de sa partition, cachée en lieu sûr. Diane, serrant la clé de la maison qu'elle avait autrefois partagée avec Édouard, s'approcha de son studio. Son cœur battait d'anticipation et de nervosité. Elle priait pour qu'il ne soit pas là. La pièce était vide. Les notes écrites de la main d'Édouard étaient éparpillées sur le piano. De main tremblante, elle rassembla les pages de la symphonie de vengeance en les remplaçant par des feuilles vierges. Se retournant pour partir, son regard tomba sur un cadre photo où elle et Édouard étaient à leur fête de mariage, rayonnant de bonheur. Un instant, le regret faillit la submerger. Mais ensuite, elle se souvint de sa nouvelle vie, de la vengeance et sa détermination se raffermit. Elle prit la photographie et la brisa avec fureur contre le bord du piano, laissant les éclats brisés comme dernier acte de rébellion. Le soir suivant, Édouard Mercier arriva à la salle philharmonique Maestro, son esprit concentré sur la représentation à venir. En entrant dans sa loge, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sa partition était à sa place, mais quelque chose clochait. Voyant devant lui des pages vierges, il les souleva calmement. Une note tomba du sol. « Bonne chance pour l'improvisation, chérie. » Un instant, Édouard se figea, son visage impénétrable. Puis lentement, un sourire froid et triomphant apparut sur ses lèvres. Il avait anticipé ce coup, s'y était soigneusement préparé. Non seulement il avait mémorisé chaque note par cœur, mais il avait créé une copie de secours secrète de la partition qui se trouvait maintenant en main sûre. Diane et Luc pensaient l'avoir déjoué,
mais ils avaient simplement joué son jeu. Aujourd'hui, ils allaient apprendre la véritable signification de la vengeance. La salle philharmonique Maestro bourdonnait d'anticipation. La crème du monde musical s'était rassemblée, attirée par les rumeurs sur le travail novateur d'Édouard Mercier. Au premier rang étaient assis Diane et Luc. Leurs visages étaient masqués d'une assurance suffisante. Ils échangèrent des regards complices, certains qu'ils allaient maintenant assister à sa chute et à son humiliation. Lorsqu'Édouard se leva devant l'orchestre, un silence complet s'installa dans la salle. Il leva sa baguette et, sans regarder une seule fois le pupitre où la partition aurait dû se trouver, commença à diriger. La musique qui emplit la salle ne ressemblait à rien de ce que quiconque avait jamais entendu. Elle commença doucement, une mélodie tendre qui parlait d'amour et de confiance, d'innocence et de pureté. Puis lentement, presque imperceptiblement, s'infiltrèrent des notes dissonantes de trahison et de douleur, évoluant vers une colère croissante, puis vers une froide détermination d'acier. Le public restait fasciné tandis que la symphonie racontait son histoire d'amour, de perte et du goût amer, mais juste, de la vengeance. Au premier rang, le sourire suffisant de Diane vacilla. Cela ne pouvait pas être. Comment pouvait-il diriger sans partition ? Son regard fila vers Luc, qui restait immobile. Son visage était un masque d'incrédulité et de panique, tandis que la musique montait, atteignant son apogée émotionnel. Les yeux d'Édouard rencontrèrent ceux de Diane dans la salle. La rage froide dans son regard la fit frissonner. À cet instant, elle comprit la véritable profondeur de son erreur. Édouard n'avait pas simplement composé une symphonie, il dirigeait leur propre tragédie. La partie finale était un chef-d'œuvre, un entrelacement complexe de thèmes qui laissa le public sans souffle, sur le malheur, sur la justice accomplie, sur le phénix renaissant de ses cendres. Lorsque les dernières notes s'éteignirent, un silence stupéfait s'installa un instant. Puis, comme un seul homme, les spectateurs se levèrent. Les applaudissements étaient assourdissants, une ovation qui sembla ébranler les fondations de la salle philharmonique. Les cris de bravo résonnèrent en écho dans l'espace. Édouard se tenait debout, acceptant l'ovation avec une dignité tranquille qui le révélait comme un véritable maître. Au premier rang, Diane et Luc restaient figés. Leur plan avait lamentablement échoué. Ils regardaient les critiques et collègues musiciens se précipiter en avant, désireux de féliciter Édouard pour son chef-d'œuvre. Traversant la foule en acceptant les félicitations avec des hochements de tête polis, Édouard aperçut Mélissa. Elle se tenait au fond de la salle. Ses yeux transmettaient un message silencieux mais clair. La deuxième phase de leur plan avait été exécutée sans faille. Le moment était venu pour l'accord final. La soirée se poursuivait. L'air était épais de bavardages excités sur la représentation. Édouard se déplaçait avec aisance à travers la foule, acceptant les louanges et répondant aux questions avec un sourire calme et assuré. Pour tout observateur, il semblait savourer son triomphe, mais ses yeux balayaient constamment la pièce, attendant le moment opportun. Ce moment arriva lorsque Raphaël Lambert, critique musical connu pour ses critiques acerbes mais justes, s'approcha d'Édouard. Sur le visage de Raphaël se mêlaient admiration et curiosité. « C'était extraordinaire, Mercier, dit-il. Puis-je vous demander comment vous avez fait cela sans partition ?» Un silence descendit sur les invités environnants. Tous avaient soif d'entendre la réponse d'Édouard. Les yeux d'Édouard brillèrent. « Qui vous a dit cela, Raphaël ?» murmura-t-il à travers la foule. Édouard sortit une clé USB de sa poche. « Il n'y a pas seulement ma composition originale ici, expliqua-t-il. » Sa voix se répandit clairement dans la pièce, soudainement silencieuse. Mais aussi des enregistrements de conversations entre ma femme Diane et Luc Duval, où ils planifient leur liaison et leur tentative de me saboter. Il fit une pause, laissant les mots s'ancrer dans l'esprit des auditeurs. Ah oui, et la preuve des détournements de fonds de Luc au conservatoire. Un souffle et des chuchotements traversèrent l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers Diane et Luc, qui restaient figés d'horreur au bord de la foule, comme cloués sur place. Les yeux de Raphaël s'élargirent. Vous allez rendre cela public ? Le sourire d'Édouard était glacial. Non, répondit-il, ce serait trop simple. J'ai quelque chose de bien plus symphonique en tête. Comme sur commande, Mélissa apparut aux côtés d'Édouard et son visage était un masque de détermination. Le conseil d'administration du conservatoire est très intéressé par le contenu de cette clé USB, déclara-t-elle haut et fort pour que tous entendent, tout comme le parquet. Luc se précipita en avant.
Son visage était déformé par la rage. « Ma petite, gronda-t-il, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Édouard se plaça souplement entre eux. Sa voix était basse et dangereuse. « Je ne finirai pas cette phrase à votre place, Luc. Vous avez déjà assez de problèmes. » Puis des agents de sécurité firent sortir Luc et Diane de la pièce avec douceur mais fermeté. Alors qu'on les emmenait, Diane se retourna et son regard croisa celui d'Édouard. À cet instant, elle ne vit pas l'homme qu'elle avait trahi, mais une force de la nature, inexorable et impitoyable. Lorsque les portes se refermèrent derrière eux, des conversations excitées résonnèrent dans la pièce. Édouard se retrouva entouré de journalistes. Tous avaient soif de détails. Il leva la main, les faisant taire. « Je ferai une déclaration complète dans les jours à venir, dit-il. En attendant, je vous demande de respecter ma vie privée et de laisser les autorités compétentes faire leur travail. » Sur ces mots, il se fraya un chemin à travers la foule, hochant poliment la tête à ceux qui lui souhaitaient du bien, mais évitant d'autres questions. Arrivé à la sortie, il s'arrêta en se retournant vers les invités rassemblés. La musique a le pouvoir de raconter des histoires, de susciter des émotions, de changer des vies, dit-il. Sa voix couvrait facilement les chuchotements. Aujourd'hui, vous avez entendu une histoire de trahison et de rédemption. Souvenez-vous-en bien, car ce n'est pas encore la fin. Sur ces mots énigmatiques, Édouard quitta la réception. Mélissa le suivait. Une fois dehors, dans l'air frais de la nuit, Mélissa se tourna vers Édouard. Ses yeux brillaient d'un mélange d'admiration et d'appréhension. Que va-t-il se passer maintenant ? Le sourire d'Édouard était sombre, mais satisfait. Maintenant, ma chère, nous allons regarder la symphonie que nous avons composée se jouer jusqu'à sa conclusion inévitable. Diane et Luc pensaient pouvoir me détruire. Au lieu de cela, ils m'ont donné l'inspiration pour ma plus grande œuvre. Tandis qu'ils s'éloignaient de la salle philharmonique, les sons de la réception s'estompèrent derrière eux. L'esprit d'Édouard filait déjà vers l'avant, composant les parties finales de sa symphonie de vengeance. Le point culminant avait été atteint, mais le final restait à venir, et quand il arriverait, il ébranlerait les fondations du monde musical. Dans les mois qui suivirent la première triomphale de la symphonie de vengeance d'Édouard Mercier, les mondes soigneusement construits de Diane et Luc commencèrent à s'effondrer avec une rapidité stupéfiante. Luc Duval était assis dans son bureau, autrefois luxueux au conservatoire Harmonia. Ses mains tremblaient tandis qu'il lisait le courriel du conseil d'administration. Les messages anonymes, étayés par des preuves irréfutables, avaient conduit à une enquête interne sur ses finances. Des années de détournements minutieux avaient été révélées dans tous les détails. Chaque transaction frauduleuse, chaque compte secret avait été découvert, devenant un clou dans le cercueil de sa carrière. Alors qu'il réfléchissait à son prochain mouvement, la porte s'ouvrit brusquement. Le président du conseil, accompagné de 2 agents de sécurité costauds, entra avec une expression sombre et résolue. « Monsieur Duval, vous êtes licencié avec effet immédiat, prononça-t-il. Sa voix était froide comme l'acier. Suite aux conclusions de l'enquête, veuillez quitter les lieux. Le visage de Luc se tordit de rage. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. J'ai construit ce conservatoire. La réponse du président fut froide et sans compromis. Et maintenant vous l'avez détruit. Partez, monsieur Duval, avant que nous ne vous fassions sortir de force. À l'autre bout de la ville, Diane Mercier faisait face à sa propre rétribution. Elle se tenait devant sa classe au conservatoire Harmonia, tentant de garder son calme tandis que des regards troublés circulaient entre ses étudiants. Les nouvelles de sa liaison avec Luc s'étaient propagées comme un feu de forêt, alimentées par les détails révélés lors de la soirée d'Édouard. Lorsqu'elle ouvrit la bouche pour commencer le cours, un des étudiants se leva. « Excusez-moi, Madame Mercier, mais je ne peux pas continuer à étudier avec vous. Vos actions sont profondément décevantes. » D'autres suivirent, rassemblant leurs affaires et quittant la salle. Diane observait impuissante sa classe se vider. Son téléphone vibra. Un message de l'administration du conservatoire demandant sa présence immédiate. Le cœur lourd, elle comprit que sa carrière d'enseignante était terminée. Pendant ce temps, l'étoile d'Édouard continuait à monter. Les commandes affluaient d'orchestres prestigieux et de mécènes influents du monde entier. Tous avaient soif de travailler avec le compositeur du moment. La symphonie de vengeance fut qualifiée de chef-d'œuvre de la musique classique contemporaine. Ces thèmes complexes de trahison et de rédemption trouvaient un écho auprès du public partout dans le monde. Dans son studio,
Édouard travaillait sans relâche sur sa prochaine composition. Ses doigts volaient sur les touches du piano, créant de nouvelles harmonies encore plus profondes. Un léger coup à la porte interrompit son flux d'inspiration. C'était Mélissa. Son visage rayonnait d'excitation. « Édouard, vous n'allez pas le croire. On m'a proposé un récital solo avec l'orchestre symphonique de la ville. » Le sourire d'Édouard était sincère quand il l'étreignit. « Félicitations, Mélissa. Tu le mérites plus que quiconque. » Tandis qu'il célébrait le succès de Mélissa, le téléphone d'Édouard sonna. C'était son avocat. « Monsieur Mercier, j'ai des nouvelles. Luc Duval a été arrêté. Une enquête policière a révélé encore plus d'abus financiers que nous ne le supposions initialement. Des accusations ont été portées contre lui. Le visage d'Édouard resta impénétrable. Mais une froide satisfaction s'installa dans sa poitrine. « Merci pour l'information. Tenez-moi au courant de tout développement. » Raccrochant, il regarda Mélissa. Ses yeux questionnaient. « Tout est fini ?» Édouard secoua la tête. « Non, Mélissa, ce n'est que le début de l'accord final. » La salle d'audience était pleine lorsqu'Édouard Mercier et Diane entrèrent pour la procédure de divorce. Diane, autrefois incarnation de l'élégance et du raffinement, paraissait maintenant épuisée et usée. Son visage était pâle et ses yeux éteints. Édouard, au contraire, irradiait calme et dignité contenue. Ils se faisaient face devant le juge. Leurs arguments résonnaient en écho dans la salle d'audience. « Votre honneur, commença l'avocat d'Édouard. Nous demandons au tribunal de prendre en compte le comportement de Madame Mercier lors du partage des biens. Ces actions ont directement affecté les revenus de Monsieur Mercier et lui ont causé une détresse psychologique considérable. » L'avocat de Diane riposta rapidement. « La loi est claire, votre honneur. L'adultère ne doit pas être pris en compte lors du partage des biens. » Le récent succès de Monsieur Mercier ne nie pas les années pendant lesquelles Madame Mercier a soutenu sa carrière. Le juge, une femme âgée sévère, écoutait impassiblement tandis que les deux parties présentaient leurs arguments. Elle parla. Sa voix était posée et imperturbable. « Bien que je compatisse à la situation de Monsieur Mercier, la loi est sans équivoque. L'adultère ne peut être pris en compte lors du partage des biens. Je décrète donc un partage égal de tous les biens conjugaux. » Le visage d'Édouard resta impénétrable, mais Diane ne put cacher son soulagement. En sortant de la salle d'audience, Diane s'approcha d'Édouard. « Édouard, je... » Il l'arrêta d'une main levée. « Assez, Diane. Cela ne change rien entre nous. » Dans la semaine qui suivit, Édouard dut liquider certains investissements et même vendre leur maison commune pour payer la moitié de la valeur à la femme qu'il avait trahie. Mais Édouard était inflexible. Son talent, combiné au succès fulgurant de la symphonie de vengeance, lui assura une réhabilitation financière rapide. En un an, non seulement il avait compensé ses pertes, mais il avait considérablement augmenté son capital en investissant dans de nouveaux projets prometteurs. Cependant, l'histoire de Diane prit une tournure bien plus sombre. Luttant contre la perte de sa carrière et de sa réputation, elle développa une addiction au jeu. Au début, c'était un moyen d'étouffer la douleur et la nostalgie, mais son penchant se transforma rapidement en une dépendance à part entière. Tard dans la soirée, Diane était assise dans un club de jeux miteux appelé Fortune. Ses yeux, autrefois brillants, étaient maintenant ternes et remplis de désespoir, fixés sur la roulette. Elle avait déjà perdu la majeure partie de l'argent obtenu lors du divorce, mais elle était convaincue que sa chance allait tourner. Tandis que la roue tournait, elle posa ses jetons restants sur la table. « Tout sur le noir », murmura-t-elle. Sa voix tremblait de nervosité. La bille rebondit, ralentit et finalement s'arrêta sur le rouge. Diane fixait la table, paralysée par le choc. En quelques mois, elle avait dilapidé tout ce qu'elle avait reçu lors du divorce. Lorsque la réalité de sa situation l'atteignit, elle se couvrit le visage de ses mains et pleura, prenant conscience de toute la profondeur de sa chute. Édouard, quant à lui, était assis à son piano, plongé dans la composition d'une nouvelle mélodie, quand un bruit derrière la porte de son studio attira son attention. Avant qu'il ne puisse entreprendre quoi que ce soit, la porte s'ouvrit brutalement et Diane apparut sur le seuil. Ses yeux étaient sauvages de désespoir. Son apparence autrefois impeccable était maintenant négligée. Les cheveux en bataille, les vêtements froissés. « Qu'as-tu fait ?» exigea-t-elle. Sa voix était craquelée d'émotion, pleine d'accusations. Édouard leva les yeux de son travail. Son visage était un masque de calme indifférence. « Je n'ai rien fait d'autre que créer de la musique, Diane. Tes choix t'ont mené à cela.
Le rire de Diane était amer et teinté d'hystérie. « Ne joue pas l'innocent, cracha-t-elle. Tu as tout détruit. J'ai tout perdu à cause de toi. » Édouard se leva. Sa voix, quand il parla, était froide et précise comme un coup de métronome. « Non, Diane, tu as tout détruit au moment où tu as décidé de me trahir. Je n'ai fait que diriger l'orchestre de ta propre chute. » La colère de Diane s'effondra, cédant la place au désespoir absolu. Les larmes roulaient à flots sur son visage tandis qu'elle suppliait. « S'il te plaît, Édouard, nous étions... » « Notre mariage est terminé, Diane. Ton addiction au jeu n'est pas mon problème. Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec les conséquences. » Diane recula. « Tu dis que tout ce que nous avons vécu était un mensonge ? Diane, tu t'en es occupée toi-même quand tu as choisi Luc plutôt que moi. » Sur ces mots, il se détourna, retournant à son piano. Diane resta un moment debout, brisée et vaincue, avant de quitter lentement le studio. Après avoir fermé la porte derrière elle, Édouard se permit un profond soupir. La confrontation l'avait ébranlé plus qu'il ne voulait l'admettre, mais il refusait de la laisser perturber ses plans. La symphonie n'était pas encore terminée. La salle d'audience était bondée lorsque l'affaire de Luc Duval toucha à sa fin. Les journalistes se pressaient, cherchant à capturer chaque moment de la chute du maestro autrefois respecté. Luc était assis au banc des accusés, l'ombre de son ancien moi. Son costume coûteux pendait sur lui comme un sac. Sa posture, autrefois fière, était maintenant voûtée dans la défaite. Lorsque la juge entra, un silence de mort s'installa dans la salle. « L'accusé, levez-vous » prononça la juge. Luc, chancelant, se leva. Ses yeux balayaient la salle d'audience à la recherche d'un visage amical, mais il n'en trouva aucun. « Le tribunal vous reconnaît coupable de tous les chefs d'accusation de détournement de fonds et de fraude financière. Les preuves présentées de votre système de tromperie du conservatoire Harmonia pendant des années sont irréfutables. » Le visage de Luc blêmit. Ses lèvres tremblèrent. La juge continua. « De plus, les nombreuses liaisons que vous avez menées en utilisant des fonds détournés démontrent un schéma de corruption morale que cette cour ne peut ignorer. Je vous condamne par la présente à 15 ans de prison et vous oblige à verser une compensation substantielle au conservatoire. » Lorsque la juge frappa de son marteau, scellant le verdict, les jambes de Luc se dérobèrent. Il s'effondra sur sa chaise. La réalité de la situation lui était enfin parvenue. Édouard, assis au dernier rang de la salle d'audience, observait passivement tandis qu'on emmenait Luc, architecte de sa propre destruction. Devant le bâtiment du tribunal, l'ex-femme de Luc affrontait une mer de journalistes. Sa voix tremblait tandis qu'elle faisait une déclaration. À la lumière des événements récents, je demande le divorce d'avec Luc Duval. Je sollicite la confidentialité en cette période difficile. Se frayant un chemin à travers la foule, son visage exprimait un sombre soulagement. Le maestro autrefois respecté, connu dans le monde entier, faisait maintenant face à un avenir de honte et d'isolement. Plusieurs mois après la condamnation de Luc, la salle philharmonique Maestro bourdonnait d'anticipation. Édouard Mercier, maintenant proclamé l'un des plus grands compositeurs de sa génération, devait diriger la symphonie de vengeance devant un public qui avait acheté tous les billets. Dans les coulisses régnait une atmosphère d'attente fébrile. Un coup à la porte précéda l'apparition de Mélissa. Elle était resplendissante dans une élégante robe noire avec un étui de violon à la main. « Prêt ?» demanda-t-elle. Ses yeux brillaient d'excitation. Édouard hocha la tête, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Plus que prêt. C'est ce pourquoi nous avons travaillé. Aujourd'hui, Mélissa, nous refermons ce chapitre une fois pour toutes. En se dirigeant vers la scène, Édouard balaya du regard l'auditorium. Au premier rang étaient assis plusieurs critiques musicaux influents, des mécènes, et là, au dernier rang, il remarqua un visage familier. Diane avait réussi à rassembler assez d'argent pour un billet. Ses yeux inquiets étaient rivés sur la scène, remplis d'un mélange de peur et de curiosité. Édouard prit sa place au pupitre du chef d'orchestre en levant sa baguette. Lorsque les premières notes empirent la salle, il se laissa emporter par la musique. La symphonie racontait l'histoire de leur parcours, la trahison, la douleur, la froide satisfaction de la justice accomplie, ainsi que la croissance et la rétribution. Le public restait fasciné. Beaucoup furent émus jusqu'aux larmes par les émotions transmises à travers la musique. Au dernier rang, Diane pleurait en silence.
Tout le poids de ses actes s'abattit sur elle tandis qu'elle assistait au triomphe de l'homme qu'elle avait trahi. Lorsque les dernières notes s'éteignirent, un silence tendu s'installa. Puis, comme un seul homme, les spectateurs se levèrent. Les applaudissements ébranlèrent les fondations de la salle. Édouard se tourna vers le public. L'expression de son visage était calme, pleine de satisfaction. « Cette œuvre, annonça-t-il, sa voix se répandant clairement dans la salle, est dédiée à tous ceux qui ont été confrontés à la trahison et en sont sortis plus forts. Qu'elle serve de rappel que même dans les moments les plus sombres, la justice triomphe et que la musique entraîne la rétribution. » Le public applaudit avec ferveur. Les critiques écrivaient frénétiquement dans leurs carnets, composant déjà des critiques élogieuses. Lorsque le regard d'Édouard balaya une dernière fois la foule, il croisa celui de Diane. Dans son regard, il vit le regret, la nostalgie et le poids écrasant des conséquences. Dans ses yeux à lui, il n'y avait rien d'autre qu'une froide finalité. Sans un mot, il se retourna et quitta la scène, laissant Diane brûler de honte. Son avenir était incertain tandis qu'elle luttait contre sa dépendance et sa réputation ruinée. Dans les coulisses, Édouard fut accueilli par une foule de bienfaiteurs et d'admirateurs, mais ses yeux ne se tournaient que vers Mélissa qui rayonnait, tenant son violon dans ses mains. « Nous l'avons fait », dit-elle simplement. Édouard hocha la tête, s'autorisant un sourire sincère. « Nous l'avons fait. Et maintenant, Mélissa, le véritable travail commence. Prête à façonner l'avenir de la musique ?» Lorsqu'ils sortirent de la salle dans l'air frais de la nuit, Édouard sentit un poids se soulever de ses épaules. La symphonie de vengeance était achevée. Ses notes finales résonnaient dans un avenir rempli de nouvelles possibilités. Les années passèrent, et les échos de la symphonie de vengeance d'Édouard Mercier continuaient à résonner dans le monde musical. L'œuvre devint sa création la plus célèbre, étudiée dans les conservatoires et écoles de musique du monde entier. Ses thèmes complexes de trahison, de justice et de rédemption suscitaient d'incessants débats parmi les critiques musicaux et universitaires. Édouard lui-même devint une légende dans la communauté de la musique classique. Il continua à composer, chaque nouvelle œuvre témoignant de sa maîtrise évolutive. Bien que la douleur de la trahison ne s'estompa jamais complètement, il trouva du réconfort dans son travail et dans l'éducation de la prochaine génération de musiciens. Son studio devint un lieu de pèlerinage pour les compositeurs et interprètes en herbe. Tous avaient soif d'apprendre auprès du maître. Un après-midi ordinaire, Édouard était assis à son piano. Ses doigts dansaient sur les touches, tandis qu'il travaillait sur sa dernière composition. Les murs de son studio étaient couverts de récompenses et de distinctions, témoins silencieux de son triomphe face aux épreuves. À l'autre bout de la ville, dans un petit appartement encombré, Diane Mercier accordait méthodiquement un piano droit usé. Ses mains autrefois soignées étaient maintenant rugueuses et couvertes de cales. Les vêtements de créateur avaient été remplacés par des tenues de travail pratiques. L'ironie qu'elle entretienne des instruments pour les autres, alors que sa propre carrière musicale gisait en ruine, ne lui échappait pas. La chute de Diane avait été spectaculaire et complète. Après avoir dilapidé tout son argent du divorce dans les jeux d'argent, elle avait touché le fond. N'ayant pas d'autres options, elle avait pris un travail d'accordeuse de piano. Ses profondes connaissances musicales étaient désormais utilisées pour les tâches mécaniques les plus simples. Les chuchotements et regards en coin des clients qui la reconnaissaient étaient un rappel constant de ses erreurs passées. 2 fois par semaine, Diane assistait à une réunion des joueurs anonymes, luttant pour reconstruire sa vie à partir des décombres. Son chemin vers la guérison était long et difficile, mais elle s'accrochait à l'espoir de restaurer un jour un semblant de respect dans la communauté musicale. Tandis qu'elle travaillait, les pensées de Diane vagabondaient souvent vers Édouard et la vie qu'elle avait détruite. Les nouvelles de son succès incessant étaient comme du sel sur une plaie, un rappel constant de ce qui aurait pu être. Parfois, elle tentait de le contacter, d'écrire une lettre ou au moins un message électronique. Mais ces messages restaient sans réponse. Édouard avait définitivement refermé ce chapitre de sa vie. Pendant ce temps, au centre pénitentiaire Renaissance, Luc Duval se tenait devant un groupe de détenus, leur donnant un cours sur les bases de la théorie musicale. Sa présence autrefois dominante s'était amenuisée. Les costumes coûteux avaient été remplacés par un uniforme de prison. Enseigner la musique aux autres détenus était une pâle ombre de sa vie professionnelle passée, mais apportait un réconfort amer dans les longues journées de son incarcération. Les autres détenus connaissaient son ancien statut, et Luc, les dents serrées, supportait leurs moqueries et leurs brimades.
Il était passé de la direction d'orchestres mondiaux à l'enseignement de la lecture des notes à des criminels condamnés. C'était une chute si profonde que Luc se réveillait souvent au milieu de la nuit. Ses rêves étaient hantés par les échos d'applaudissements depuis longtemps éteints. Son ex-femme, incapable de supporter la honte et la tension scrutatrice, avait divorcé peu après sa condamnation. Elle avait déménagé dans une autre ville, changé de nom et rompu tous les liens avec son ex-mari déshonoré. Les tentatives de Luc pour la contacter furent accueillies par le silence, le laissant totalement seul avec les conséquences de ses actes. En contraste saisissant avec les destins de Luc et Diane, Mélissa Duval prospérait. Sous la tutelle d'Édouard, elle était devenue une violoniste célèbre. Son talent était enfin reconnu hors de l'influence toxique de son père. Ses récitals solo affichaient complets dans les salles philharmoniques du monde entier, et les critiques la proclamaient l'un des talents jeunes les plus éclatants de la musique classique. Fidèle à sa parole, Mélissa avait utilisé son héritage, l'argent que Luc lui avait payé lors de leur stratagème, pour créer un fonds de bourse pour les étudiants en musique défavorisés. La fondation Mélissa Duval fournissait des instruments, des cours et des opportunités de représentation aux jeunes musiciens talentueux qui n'auraient autrement jamais pu poursuivre leurs rêves. Ce jour-là, Mélissa se tenait devant un groupe de jeunes violonistes passionnés, donnant pour eux un cours de maître. En observant leur jeu, elle se rappelait son propre parcours tumultueux, la douleur de la trahison de son père et les risques qu'elle avait pris en s'alliant à Édouard. Tout cela l'avait menée à ce moment, utiliser son succès pour ouvrir des portes aux autres. Après le cours, Mélissa retrouva Édouard pour leur dîner hebdomadaire. Au fil des années, c'était devenu une tradition, un moment pour le mentor et l'élève de se rencontrer et discuter de leur dernier projet. Assis dans un coin tranquille du restaurant chic La Lyre d'Or, Mélissa leva son verre pour un toast. « À la symphonie qui a tout changé », dit-elle. Ses yeux brillaient. Édouard trinqua avec elle. Un léger sourire jouait sur ses lèvres. « À transformer la dissonance en harmonie », répondit-il. Pendant le dîner, ils discutèrent de leur prochaine collaboration. Un nouveau concerto qui mettrait en valeur la virtuosité de Mélissa au violon, aux côtés de la composition novatrice d'Édouard. C'était un partenariat né d'une douleur partagée et d'un triomphe, témoignage de leur résilience et de leur maîtrise. Le gérant s'approcha de leur table, un sourire nerveux sur le visage. « Excusez-moi, monsieur Mercier, madame Duval, mais il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. Cette personne dit que c'est important. » Édouard et Mélissa échangèrent un regard. La curiosité s'aiguisa lorsqu'ils se retournèrent pour regarder. Ils virent une silhouette debout à l'entrée. C'était Diane, pâle et hésitante. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Le visage d'Édouard resta impénétrable, mais dans ses yeux se mêlaient surprise et une pointe de curiosité sur ce qui avait pu amener Diane ici après tout ce temps. L'expression de Mélissa était prudente, sa posture tendue, comme si elle se préparait à défendre son mentor si nécessaire. Et Diane, les yeux remplis de larmes non versées, se tenait au seuil d'un moment qui pouvait offrir une conclusion ou rouvrir de vieilles blessures pas encore cicatrisées. Lorsqu'Édouard se leva lentement pour faire face à cette confrontation inattendue, le reste du restaurant s'effaça en arrière-plan. Quelles que soient les paroles prononcées, quelle que soit la décision prise, il était clair que les notes finales de leur symphonie commune restaient à jouer. L'héritage de la symphonie de vengeance continuait à se déployer. Ces thèmes de trahison, de justice et de rédemption résonnaient dans les vies de tous ceux qu'elle avait touchés. Dans les salles philharmoniques et les classes du conservatoire, dans les cellules de prison et les appartements modestes, la musique jouait encore. Témoignage de la force inépuisable de l'art a transformé même les expériences les plus sombres en quelque chose de magnifique et d'impérissable.